Travaillé dans le domaine de la protection de l'enfance et de la prévention spécialisée dans le cadre d'un conseil général en Seine-Saint-Denis. J'ai travaillé également sur les questions de santé mentale et de psychiatrie dans le cadre d'appels d'offres de recherche. J'ai en particulier travaillé sur la question des urgences. J'ai travaillé aussi sur les réseaux et sur les conditions du travail en réseau dans plusieurs secteurs, et puis sur les politiques locales de santé dans le cadre de la mise en place des ateliers santé-ville et des contrats locaux de santé. Donc voilà un peu les domaines sur lesquels je suis intervenu. Et par ailleurs, j'ai fait des recherches sur les problèmes d'addiction, de toxicomanie, donc avec les reconfigurations qui se sont engagées avec en particulier la réduction des risques. J'ai travaillé récemment sur les vulnérabilités sociales dans le cadre d'appel d'offres de l'Agence nationale de la recherche. Et vous verrez, il y a pas mal de liens entre la question du secret partagé et aussi la question des vulnérabilités sociales, puisque cette question du secret partagé met en question plusieurs logiques. La logique du système même, l'intervention dans le champ sanitaire et social, la question des professionnels, des intervenants et de leur référence, de leur déontologie, de leur éthique et de leurs interrelations, mais aussi la question des personnes, des patients, au regard de leurs droits, du respect qu'on leur doit, et des nouvelles manières qu'on a aujourd'hui de les associer, de les concerner pour tout ce qui a trait aux interventions et aux prises en charge. Donc sur ces trois axes, il y a des problématiques de vulnérabilité. On a un système aujourd'hui qui est vulnérable au regard de la complexification des problématiques sanitaires et sociales, j'en reparlerai. On a des intervenants et des professionnels qui sont aussi vulnérables au regard des questions qui se posent à eux de cohérence de leur intervention, de moyens de s'assurer de la conformité de leur manière de travailler avec les principes partagés. Et également, bien sûr, pour les publics, il y a des vulnérabilités fortes, tout un ensemble de fragilité et d'exposition à des risques de se voir à nouveau, quand les personnes sont dans des trajectoires un peu longues et compliquées, de se voir à nouveau touchées ou blessées par des interventions qui ne seraient pas correctement ajustées à leurs problématiques. Donc la question des vulnérabilités, j'y reviendrai, est transversale. Mais bon, sur le thème lui-même, le secret partagé, c'est une problématique qui n'est pas récente, qui traverse tout le secteur sanitaire et social depuis déjà longtemps, qui est une problématique difficile, puisqu'elle est traversée par plein de paradoxes. Pour les professionnels en particulier, il y a des impératifs qui peuvent paraître contradictoires, avec lesquels ils doivent composer. D'une part, le respect et la prise en compte des conditions de la relation de confiance qu'ils vont établir avec les personnes, soit les patients, un jeune en protection de l'enfance ou une famille. Il y a donc un impératif de ce point de vue-là pour que le lien se fasse dans des conditions satisfaisantes, que les choses se passent dans des conditions de respect et de confiance, mais en même temps, on sait bien qu'il y a des obligations de faire, des problèmes de suivi, de continuité et de travail en partenariat avec tout un ensemble de professionnels qui supposent bien que l'on prenne en compte des possibilités de partage de la situation et des informations qui sont portées par la situation. Donc, obligation en même temps de taire, de protéger, et en même temps obligation de dire, de partager. Donc c'est des choses qui sont depuis le départ au cœur de l'intervention auprès des personnes, surtout à partir du moment évidemment où il est question de leur intimité, de questions sensibles au regard des risques de stigmatisation ou de discrimination qui peuvent être portés par une diffusion qui ne serait pas contrôlée d'informations sur leur situation. Donc voilà, il y a des enjeux éthiques qui sont forts. Par ailleurs, il y a aussi, et là c'est le plan de la vulnérabilité des professionnels, des champs de compétences qui sont spécifiques, avec des cadres, des référentiels qui font que, il
y a des règles communes qui font que le professionnel peut travailler dans des conditions qui sont sécurisées au regard de son code et de sa déontologie. Mais en même temps, il y a des impératifs partenariaux, le travail en réseau aujourd'hui qui devient une condition de la prise en compte de la complexité de la situation des personnes et de la possibilité d'articuler correctement ce qui relève du social, ce qui relève du sanitaire, ce qui relève du psychique, ce qui relève de la santé physique, ce qui relève de la prise en compte du contexte local et de l'environnement de la personne, à savoir des aidants, mais aussi un cadre collectif, une communauté. Bon, tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont des éléments à prendre en compte et peuvent parfaitement aussi entrer en contradiction du point de vue des règles. Alors, parce qu'il y a des règles, effectivement, j'aurais dû commencer par là, autour du secret partagé, à savoir que la transgression du point de vue du respect du secret, elle est encadrée, elle est balisée par des limites. Le partage est possible, alors pas depuis très longtemps, mais il est possible à certaines conditions. Il doit être nécessaire, évidemment, il doit être utile et pertinent pour la personne. Elle doit respecter sa vie privée et son intimité. Et surtout, et c'est le texte de 2002 qui le précisait, il suppose qu'il y ait un accord de la personne du point de vue des conditions et du type d'informations qui seront partagées. C'est la partie, évidemment, qui elle-même est paradoxale du point de vue de la personne, parce que la maîtrise des conditions, c'est comme pour l'accès aux soins, la maîtrise des conditions de la diffusion de l'information et du partage de l'information suppose d'être en situation de pouvoir l'apprécier et d'apporter son consentement, donc ce qui peut, dans certains cas, être un problème. Donc voilà les éléments. Donc le texte 2002, je dis rapidement ce qu'il dit, donc la loi Kouchner, en mars 2002. Donc 2 ou plusieurs professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie. C'est la formule qui fait que la prise en compte du point de vue de la personne est censée être assurée. Ils peuvent donc échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Cette consigne qui relève très souvent du médecin, mais il est bien précisé, plusieurs professionnels de santé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que le médecin qui est concerné, mais tout un ensemble de professionnels de santé. Eh bien, elle s'applique aux équipes, c'est-à-dire lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations qui la concernent sont réparties, confiées, sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Alors, tout ça, c'est supposé être compris. C'est des choses qui peut-être demandent à être précisées, qui doivent faire probablement l'objet d'une explicitation auprès des personnes. Bien. Des textes, alors, Armin Gounod disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres textes. Bon, il y a eu quelques petites incises dans la réforme de la loi sur l'hospitalisation sans consentement de juillet 2011. Il y est fait mention, puisque là, il y a des recueils d'informations, recueils de confidences qui sont effectués auprès du patient, qui donnent lieu à la rédaction de certificats qui sont transmis à l'autorité judiciaire, qui elle-même peut, au bout d'un moment, faire une information devant une audience publique sur ces données pour évaluer l'opportunité de la privation de liberté de la personne. Donc les choses sont dans le champ de l'évolution des interventions. Il y a nécessité à la fois on voit bien l'utilité, il y a nécessité malgré tout de préciser les cadres et les limites dans lesquelles ça doit s'effectuer, parce qu'il y va évidemment de la manière dont la personne sera traitée, des conditions dans lesquelles les informations qui circuleront pourront lui être opposées, pourront la suivre malgré elle. Donc voilà, je reviens un peu sur cette question des vulnérabilités, puis je terminerai sur les enjeux, parce qu'il y a des enjeux qui sont complexes, qui sont portés par
le débat sur le secret partagé, il me semble que le secret partagé, c'est du coup intéressant comme prisme de lecture de l'ensemble des vulnérabilités. J'y reviens, la vulnérabilité du système. Il y a aujourd'hui un processus qui est engagé, qui n'est pas complètement clarifié, de reconfiguration des problématiques sanitaires et sociales. Il y a donc des dimensions sociales, sociologiques et anthropologiques dans cette recomposition, dans ce développement des vulnérabilités, dont on parlait Robert Castel, Jean Furtos, René Caës, etc. Il y a tout un ensemble d'auteurs qui ont travaillé sur cette complexification qui fait que les conditions de la prise en compte des nouvelles problématiques supposent aujourd'hui, beaucoup plus peut-être qu'auparavant, où les choses étaient assez catégorisées et cloisonnées, suppose un travail en réseau, suppose une collaboration entre différents secteurs d'intervention, et la plupart des expérimentations qui se sont développées depuis une trentaine d'années sont parties d'une ouverture par rapport aux règles sectorielles, par rapport à la manière relativement encadrée, strictement encadrée, qui existait jusqu'alors. Donc il y a de ce point de vue-là tout un ensemble d'expériences dont les évaluations ne sont pas complètement encore achevées, qui nous donnent des repères sur ce que ça suppose aujourd'hui de travailler sur les interfaces, donc l'interface entre le social et la psychiatrie, dont beaucoup d'entre vous connaissent les logiques, où il y a nécessité à la fois de travailler à une échelle nouvelle, mais également de redéfinir les règles qui relèvent précisément des préceptes éthiques que l'on va engager et mettre en œuvre auprès des personnes. Une question qui également fait partie de cette reconfiguration des problématiques sanitaires et sociales, c'est la perception que l'on a un peu plus aujourd'hui de la distance aux soins, de la distance à tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Et on commence à apprécier les peurs, les appréhensions, les non-recours qui aujourd'hui traversent le champ et qui donc interrogent sur le plan de la proximité et de la possibilité de toucher ces personnes particulièrement vulnérables. Donc si je parle de ça, c'est que si un certain nombre de publics continuent à se tenir à l'écart, ou si elles s'écartent après avoir été pris en charge un moment du système sanitaire et social, c'est qu'elles sont aussi dans une appréhension de se voir classées, étiquetées, suivies par les traitements dont ils seront l'objet et donc par l'information qui est attachée à leur situation. Donc voilà, on a un système qui doit réussir à la fois intégrer cette préoccupation qui a à voir avec effectivement le respect et la prise en compte des fragilités propres au public et la nécessité de créer un espace de travail qui soit suffisamment bien informé, articulé, transversalisé au regard des différents champs concernés pour être efficace. La vulnérabilité des intervenants. Donc je vais juste faire une petite citation, c'est un professionnel de Seine-Saint-Denis qui s'est exprimé dans ce sens-là. La notion de secret partagé en santé mentale ne serait-elle pas de recueillir les craintes de ses partenaires, il s'agit des partenaires des psychiatres, afin qu'ils puissent les reformuler en groupe au réseau plutôt que de les garder secrètes, de leur permettre d'adapter de manière plus efficiente leur agir, cette fois dans le bénéfice du patient. Je m'explique, la question qui était posée, c'était est-ce que le psychiatre doit donner des informations sur son diagnostic? Et la réponse de ce psychiatre, c'était est-ce bien nécessaire? Il y a une nécessité, par contre, le psychiatre a un rôle à jouer, mais il n'est pas forcément nécessaire qu'il diffuse ou qu'il donne des informations précises sur ce qu'il en est de son diagnostic et de son appréciation de la situation du patient, parce que c'est quelque chose qui est à la fois très spécialisé et qui... mais par contre, si le problème se pose, c'est parce qu'il y a de la part
des partenaires, de la part des structures dans lesquelles le patient va se trouver éventuellement accueilli, une peur, une appréhension qui, du coup, relance une interpellation auprès de la psychiatrie sur mais quel est véritablement le risque, quel est le danger que nous encourons au regard de la problématique du patient. Donc il y a vraiment un problème par rapport à ça, d'où cette réponse de dire le psychiatre est là pour travailler à reformuler les problématiques et les appréhensions que peuvent rencontrer les partenaires en travaillant au niveau du réseau sur ce qui pourrait permettre de répondre sans appréhension aux besoins des personnes. Donc voilà, c'est pas une réponse, mais on voit bien à travers cette formulation qu'il y a chez les intervenants une tension, une interrogation sur la limite dans laquelle et sur l'intérêt aussi, parce que la question qui était posée dans les textes officiels, c'est l'utilité. Qu'est-ce qu'il est important et utile dans l'intérêt de la personne de mettre en partage avec d'autres, en sachant qu'il y a toujours évidemment il y a toujours un risque de faire que plus elle est partagée, plus l'information éventuellement par transitivité, on va dire, soit retransmise ensuite à d'autres sans qu'il y ait un contrôle et un encadrement des conditions dans lesquelles les choses se passent. Donc la peur des intervenants, c'est aussi ça. Je parle de la psychiatrie, c'est de voir des informations délicates se répandre et ne plus être contrôlées, être utilisées contre les personnes dans le sens d'une stigmatisation ou d'une discrimination. Dans le champ de l'action sociale, le problème s'est posé également, et là aussi le travail qui a été fait, ça a été d'identifier les zones d'incertitude sur lesquelles il serait possible d'agir sans forcément tout dire ou tout partager, mais pour essayer de définir ce dont on a besoin, ce qui est utile à partager pour pouvoir travailler de manière efficace. Et de ce point de vue-là, il y a des acteurs ou des partenaires qui ont ce souci, donc un travail qui a été fait il y a quelques années avec des élus, des maires d'un certain nombre de villes, sur les conditions dans lesquelles ils souhaitaient être informés des problématiques de patients pouvant poser problème au niveau sur leur territoire. Donc il y a eu tout un travail de réflexion qui a été mené dans le cadre avec Jean Furtos et puis dans le cadre de élus santé publique et territoire pour essayer de clarifier ça, puisque effectivement il n'est pas sûr qu'il faille diffuser des informations nominatives, même si les personnes sont sur le territoire de la commune, à n'importe quelle condition, qui avait nécessité là aussi de baliser, de trouver la bonne mesure. Et là-dessus, les élus se sont exprimés en donnant à la fois le périmètre de ce que pourrait être leurs besoins, mais aussi les limites dans lesquelles ils seraient d'accord de limiter leur demande d'information. Ils sont effectivement partenaires dans tout un ensemble de conditions sur, évidemment, les hospitalisations sans consentement, mais aussi du point de vue des approches préventives, du point de vue des actions qui peuvent être menées pour améliorer la réponse locale aux besoins de santé mentale. Dans le cadre des contrats locaux de santé, les questions de santé mentale et les questions de soins psychiatriques sont intégrées, donc ils sont censés rendre cohérente à l'échelle de leur ville la réponse aux besoins. Ça ne demande pas d'avoir des informations explicites, nominatives et individualisées, mais il est important qu'il y ait un travail diagnostique qui soit partagé, qui se fasse office et qui permette de répondre à l'ensemble des questions. Et donc, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire sans compliquer outre mesure les conditions de circulation de l'information. Puis enfin, il y a la question de la vulnérabilité des patients. C'est censé être la première, donc on sait que il y a un malaise dans le fait d'être considéré comme justement des patients ou des cas ou des personnes en situation difficile. Je ne parle pas seulement de la psychiatrie là, mais il y a plein de secteurs où justement la question de l'étiquetage est mal vécue, et donc il y a dans un certain nombre de dispositifs depuis maintenant une trentaine d'années des interrogations sur précisément la manière d'établir les relations avec les publics et de la manière dont le retour
peut être problématique. Donc aujourd'hui, il y a l'idée que les interventions, les dispositifs d'action auprès des personnes les plus vulnérables, bien supposent de donner une autre place, une autre considération, d'avoir une autre attention, un autre souci de la personne, et que ça peut passer par le fait de les considérer comme des acteurs parmi d'autres dans l'articulation, dans l'assemblage qui se fait pour essayer de répondre à leurs besoins, et du coup de considérer qu'ils sont associables du point de vue même de cette question du secret partagé, qu'il est possible de négocier, d'établir précisément les conditions dans lesquelles ça peut se faire, et d'en faire d'en avoir des partenaires, pas simplement de les informer au sens de la loi, hein, parce qu'on sait comment le consentement peut être tourné en présentant les choses d'une façon où on ne peut pas répondre négativement, mais vraiment les concerner, de faire qu'ils soient associés à part entière via les associations, via les aidants, via les personnes dignes de confiance ou les professionnels qui les suivent. Il y a un espace de négociation aujourd'hui qui est considéré comme important et qui n'est pas non plus pour rien dans les conditions dans lesquelles les prises en charge pourront s'effectuer dans les meilleures conditions. Cette question-là, nous, quand je dis nous, c'est du point de vue de la sociologie, parce que la sociologie ne veut pas se mêler de ce qui ne la regarde pas non plus, hein, mais sans parler de soins, il y a une affaire de reconnaissance aujourd'hui pour tout un ensemble de personnes qui sont prises en charge, entre guillemets, de place, hein, à leur accorder. Vous savez qu'il y a des lois qui accordent des droits, hein, et qui sont censés accorder aussi une place aux patients, mais que bon, les conditions de la mise en pratique de tout ça sont souvent un peu dérisoires au regard de la complexité des savoir-faire aussi, qui ne sont pas toujours au rendez-vous, puisque bon, c'est pas non plus complètement dans nos traditions et dans nos habitudes, dans la formation de beaucoup de professionnels. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place, et la possibilité effectivement de donner la possibilité aux personnes de participer, de dire, d'énoncer, eh bien ça suppose des conditions. Et créer ces conditions, c'est une action en soi, c'est un vrai travail. C'est pas juste une volonté ou un décret, hein, qui permettra de le faire. C'est un travail de fond, et ça a à voir probablement avec le travail en santé mentale, comme avec le travail social, que de créer ces conditions favorables à la prise en compte des personnes et du coup à la résolution de cet aspect du secret partagé qui est délicate, à savoir cette possibilité d'obtenir un réel consentement de la personne. C'est effectivement dépendamment des questions des professionnels eux-mêmes qui n'ont pas envie forcément de devoir remettre en cause le champ de leurs compétences spécifiques. Il y a une question de conditions sociales, de ce qui à réunir pour que on sorte du non-dit, pour qu'on ouvre un peu le jeu sans pour autant aller vers ce qui est un risque, et perçu comme un risque par beaucoup, à savoir la transparence. La transparence, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, extrêmement nocif. C'est pas un idéal en soi. La transparence, ça a à voir aussi avec la disparition. Donc il y a nécessité de trouver des modalités qui soient adaptées aux personnes, à leurs problématiques, également aux compétences des intervenants et des professionnels, sans que pour autant on fasse disparaître le cadre. On sait qu'il y a aujourd'hui, avec la remise en cause des politiques sanitaires et sociales, avec le néolibéralisme, etc., une tendance à vouloir déréguler énormément de ce qui constituait des cadres de référence et des bases même de professionnalité. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a l'autre versant de la limite, hein, de la balise, avec lesquels il faut travailler autour de ces questions. Sinon, sur les enjeux, donc je passe très vite, parce que là je vais arriver, il me reste 5 minutes. J'ai évoqué très rapidement la question du contexte, du point de vue du secret. Qu'est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on a un partage extrêmement ciblé, localisé, d'une information très précise? On sait qu'elles sont classées, les informations préoccupantes en protection de l'enfance, des informations médicales
avec le secret médical sur telle ou telle problématique, mais toutes ces informations, souvent, elles ne peuvent être comprises en dehors de celui qui les possède que si ceux avec qui on les partage comprennent ce qu'il en est du contexte, ce qu'il en est du milieu, du cadre dans lequel les personnes se trouvent, de leur histoire, de leur trajectoire, sans pour autant raconter toute leur vie, évidemment, sans pour autant, évidemment, rentrer trop dans le détail de leur intimité, mais des éléments qui permettent de comprendre le processus dans lequel elles se trouvent. Donc, sans compréhension des processus, eh bien, on perd une partie de ce qui permet de ne pas perdre le sujet, la personne elle-même dans son histoire. Et là, il est sûr que le partage peut être dommageable à la compréhension de cette globalité de la situation de la personne. La deuxième question, je l'ai aussi évoquée tout à l'heure, c'est la question de la transitivité du secret, savoir on partage avec des personnes qui sont tenues elles-mêmes au secret à partir du moment où elles ont accepté d'entrer dans le partage. À quelles conditions ensuite on va pouvoir s'assurer qu'elles ne vont pas faire partager le secret avec d'autres. C'est une question qui, du coup, a souvent réduit ou limité les possibilités de développement de ces connaissances partagées. Il y a donc un peu de flou qui règne encore sur les conditions du partage, les conditions de la passation des informations, et donc un enjeu de méthode et puis d'engagement, un enjeu de déontologie sur la manière dont les choses se passent. Un autre enjeu, c'est la stigmatisation, classique comme problématique. J'avais introduit là-dessus, donc qui a à voir avec la catégorisation, c'est-à-dire donc il y a un problème presque sémantique. Comment on va parler de la personne, dans quelles conditions on va rendre compte de ce qui est censé caractériser sa situation. Il y a là-dessus des choses à améliorer probablement dans la manière dont on communique, dont on personnalise. Donc là-dessus, il y a de l'expérience qui existe. À l'époque, on travaillait sur les urgences, on avait travaillé avec un centre d'accueil et de crise qui travaillait auprès des personnes en grande exclusion, donc qui était à la fois centré sur la nécessité d'accueillir d'une manière adaptée des personnes qu'il fallait souvent aller chercher parce qu'elles étaient éloignées du système, à qui il fallait offrir une hospitalité dans le plein sens du terme, et en même temps qu'il fallait aussi protéger d'une certaine manière des conditions dans lesquelles elles pouvaient être maltraitées par un système qui leur était pas forcément adapté. Donc la stigmatisation reste un souci, et dans le cadre du partage, probablement, ça doit faire l'objet d'une attention particulière. La question des valeurs, je termine là-dessus pour les enjeux, c'est une question qu'on a rencontrée dans cette recherche sur les vulnérabilités. Il y a une nécessité de revisiter les catégories qu'on utilise pour établir des relations et apprécier les relations avec les personnes. Et on parle beaucoup, il y a des mots comme ça, des mots-clés qui reviennent, qui souvent cachent les réalités. On parle de respect, on parle de prendre soin, de care et tout ça. Donc il y a un souci effectivement d'établir avec les personnes un lien qui soit approprié, et en même temps on sait que c'est pas forcément comme ça que les choses se passent. Et donc il y a plein de volonté d'établir aussi à côté des règles en matière de secret partagé, des cadres éthiques qui vont donner une tonalité, une couleur plus globale dans lesquelles le secret partagé s'inscrira sur les valeurs communes aux intervenants au regard des conditions dans lesquelles ils vont rentrer, ils vont travailler auprès de ces personnes vulnérables, et donc avec ce souci d'articuler à la fois un engagement, un travail de reconnaissance, mais aussi une responsabilité au regard de leur mission. Voilà les quelques repères que je voulais présenter à l'occasion de cette intervention. Évidemment,
Tout reste à dire. Là-dessus, je n'ai fait que présenter des généralités. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.